Bonjour, je suis très heureux d'être invité par l'Université de Valparaiso et par la cathédrale Puerto de Ideas. C'est pour moi quelque chose de très flatteur, c'est un honneur de donner cette conférence, même si c'est pas toujours très agréable d'apprendre à nous parler à travers des écrans et à travers des machines. Je remercie aussi Chantal Signorio d'avoir pris contact avec moi depuis longtemps et d'avoir accepté que je ne parle pas en castillan. Alors, je vais essayer de parler des effets de la pandémie sur les systèmes éducatifs en disant que pour le moment, évidemment, il est très difficile de savoir quels sont ces effets parce qu'ils dépendent de plusieurs facteurs, de plusieurs causes. D'abord, la nature des systèmes scolaires n'est pas la même dans tous les pays. Certains sont très privatisés, comme au Chili, certains sont très publics, comme en France. Les niveaux de massification scolaire ne sont pas les mêmes aussi dans tous les pays. Certains pays ont un lycée de masse et une université de masse, d'autres beaucoup moins. Donc, c'est déjà très difficile de comparer. Ensuite, l'intensité de la pandémie n'a pas été la même dans tous les pays. Il y a des pays qui ont été très atteints, comme l'Italie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, et d'autres beaucoup moins. Et enfin, les politiques de confinement n'ont pas été les mêmes dans tous les pays. Si je prends le cas de la France, il y a eu un confinement assez radical. Depuis le mois de mars, les universités, les écoles sont fermées et on ne sait pas d'ailleurs dans quelles conditions elles seront réouvertes. Alors, je parlerai un peu comme exemple du cas de la France, car c'est celui que je connais le mieux. Et je le répète, pour le moment, on n'a pas d'enquête internationale nous permettant, quelques mois après la pandémie, de savoir ce qu'il en est. Alors, je distinguerai plusieurs problèmes, trois grands problèmes. Les effets de la pandémie sur les inégalités scolaires. Et puis, j'aborderai le problème des effets de la pandémie sur l'utilité des diplômes, parce que, d'une certaine manière, la pandémie elle-même aura moins de conséquences que la crise économique engendrée par le confinement. Donc, la crise économique va avoir des effets considérables, peut-être plus que le confinement, sur les systèmes scolaires. Et puis, je voudrais aborder les effets de l'éducation, sur l'éducation proprement dit, c'est-à-dire, au fond, quel type de valeurs va transmettre l'école et quel type d'individu, quel type de sujet l'école va essayer de former. Je ferai pour terminer quelques hypothèses sur les scénarios possibles et en faisant un gros effort pour être optimiste, pour essayer de dire que ça n'est pas la fin du monde. Voilà. Alors, premier point, sur l'école et les inégalités, ce que j'ai pu observer en France, c'est que le confinement n'a pas créé de nouvelles inégalités scolaires. Au fond, les mécanismes de création des inégalités scolaires étaient déjà là et la pandémie a plutôt accentué les inégalités scolaires. Elle a mis en lumière, elle a mis en évidence des inégalités scolaires que l'on connaissait, mais que bien souvent d'ailleurs on essayait de ne pas voir. Alors la première inégalité qui a l'air toute simple, c'est que face à la pandémie, face au confinement, les enseignants se sont investis de manière extrêmement différente. Dans certains cas, les enseignants ont beaucoup travaillé avec les ordinateurs, les téléphones portables, ont essayé de garder le contact avec des élèves, se sont beaucoup mobilisés pour leurs élèves. Et dans d'autres cas, les enseignants ont été beaucoup moins mobilisés. Parfois même, on considérait que les conditions de travail n'étant pas normales, ils n'avaient pas à agir beaucoup. Donc ça a été une inégalité très forte entre les élèves qui ont eu la chance d'avoir des enseignants très mobilisés et les élèves qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enseignants aussi mobilisés. Souvent, d'ailleurs, cet investissement a varié en fonction des établissements.
sans que l'on puisse dire d'ailleurs que les établissements les plus ou les moins favorisés avaient des conditions d'engagement des professeurs assez différentes. Évidemment, la deuxième inégalité, ce sont les inégalités d'équipement informatique des familles. Il y a des familles qui ont des ordinateurs, des familles qui n'ont pas d'ordinateur, des familles où on est câblé sur les réseaux, des familles où on n'est pas câblé sur les réseaux. Je dirais que dans le cas français, les enquêtes ont révélé que les inégalités en termes d'équipement informatique étaient relativement faibles. C'est-à-dire que presque tout le monde, je dis presque, mais presque tout le monde accède aux ordinateurs, presque tous les enfants peuvent accéder dans leur famille à un ordinateur. L'inégalité majeure, elle n'est pas là. L'inégalité majeure, c'est évidemment que le confinement a révélé les inégalités de compétences et de disponibilité des familles. Il y a des familles, souvent de gens très qualifiés scolairement, qui ont pu aider leurs enfants, leur consacrer du temps, les soutenir dans leur travail. Et puis, dans d'autres milieux, même quand il y a des ordinateurs, ce travail n'a pas été facile, il a même été impossible et au fond, le vieux thème du capital culturel a joué un rôle essentiel dans les inégalités scolaires. Je crois que quand on aura des enquêtes, on verra que les écarts entre les enfants dont les familles ont des ressources culturelles et les enfants dont les familles n'ont pas des ressources culturelles se sont sans doute creusés. Je pense même que les enfants des familles favorisées ont plutôt quelquefois plus progressé qu'ils ne le faisaient avant. Et puis, il y a aussi une inégalité en termes de décrochage. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves ont décroché, ce qui veut dire qu'ils n'ont plus de contact avec les enseignants, qu'ils n'ont plus répondu. Et souvent, c'était des élèves qui étaient déjà, au fond, des décrocheurs scolaires, qui allaient à l'école, mais qui ne jouaient pas vraiment le jeu scolaire. Et avec la pandémie et le confinement, évidemment, ils ont arrêté, d'une certaine manière, de s'intéresser à l'école. Donc, la première inégalité qui apparaît, c'est pas une inégalité nouvelle, mais c'était des inégalités que les sociologues connaissaient bien, mais qui étaient des inégalités un peu cachées, des inégalités qu'on faisait semblant de ne pas voir, des inégalités qui tenaient à l'engagement des enseignants, des inégalités qui tenaient à la mobilisation des équipes éducatives, des inégalités qui tenaient à la disponibilité et à l'engagement des parents. Tout ça, on sait que ça existait, mais d'une certaine manière, ça ne se voyait pas toujours. Tandis qu'avec le confinement, brutalement, ces inégalités, ce que j'appelle ces petites inégalités, sont devenues des grandes inégalités, des grosses inégalités. Et la première question qui se pose, évidemment, c'est la nature des relations de l'école et des familles. Parce qu'on s'est aperçu que souvent, en tout cas en France, l'école transférait une partie de son travail sur les familles, en disant aux parents, il faut aider vos enfants à faire leurs devoirs, il faut les aider à faire des exercices. Et on fait comme si tous les parents savaient le faire. Mais en réalité, on sait bien qu'il y a des familles qui savent le faire, qui ont le temps de le faire, et d'autres qui ne le font pas, parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles ne savent pas le faire. Et ça, on le savait, mais dans une certaine mesure, on ne voulait pas le voir. Avec la pandémie, cette question va devenir essentielle. On ne pourra plus maintenant dire aux parents accompagner le travail scolaire de vos enfants, parce on sait bien que tous les parents ne peuvent pas le faire, qu'ils ne sont pas tous compétents, et que ça va être une inégalité essentielle. Donc je crois que ça, c'est le premier grand thème des inégalités scolaires liées à la pandémie. C'est pas tellement
je dirais, les vieilles inégalités économiques. C'est les inégalités éducatives entre les familles qui sont apparues au grand jour. Le deuxième thème qui apparaît, c'est le thème de l'utilité des diplômes, à quoi servent les diplômes quand on va rentrer dans une crise économique considérable. Alors, aujourd'hui, on compte les morts de la pandémie, on compte les morts de la maladie du Covid. Mais il faudra bientôt compter les morts de la crise économique qui va accompagner ce confinement, puisque on voit que près de la richesse nationale brute, le PIB a décru de 10%, 15%. Donc, c'est comme la crise de 1929. C'est une crise gigantesque qui va se poser. Et les jeunes qui arrivent sur le marché du travail vont se heurter au chômage, à la pauvreté. Ils se sont préparés à des métiers qui n'existent plus. Ils se sont préparés à des emplois qui n'existent pas. Et ça va avoir un effet énorme sur les systèmes éducatifs. Alors, cet effet sera d'autant plus grand que l'on est dans des systèmes scolaires largement massifiés. Alors, quand je dis largement massifiés, ça veut dire des systèmes scolaires où presque tous les jeunes font des études longues jusqu'à 18 ou 20 ans, ce qui est le cas de la France, et où à peu près la moitié des jeunes vont à l'université. Dans ces systèmes d'éducation de masse, d'une certaine façon, en France, par exemple, 80% des jeunes sont toujours scolarisés à l'âge de 20 ans. Dans ces systèmes d'éducation de masse, les diplômes jouent un rôle décisif dans l'accès à l'emploi. Au fond, plus le système scolaire s'est développé, plus les diplômes deviennent indispensables. Et d'ailleurs, les quelques jeunes qui n'ont pas de diplôme se trouvent quasiment condamnés au chômage, à la précarité. Il n'y a quasiment pas d'avenir pour eux lorsque presque tous les jeunes font des études longues ou des études supérieures. Or, il faut bien comprendre un paradoxe, c'est que plus le nombre de diplômés est élevé, plus l'accès à l'enseignement secondaire et à l'enseignement supérieur est élargi, plus la concurrence scolaire est forte. C'est-à-dire que plus il y a de jeunes qui font des études longues, plus ils sont en concurrence pour acquérir les diplômes les plus rentables, les plus utiles, les plus efficaces. Et donc, d'une certaine manière, les acteurs, même ceux qui dénoncent les inégalités scolaires, dans la pratique, choisissent les inégalités scolaires. Toutes les familles qui le peuvent, pas seulement les familles de classe moyenne, les familles d'enseignants, les familles de classe moyenne supérieure, choisissent les formations les plus inégalitaires parce que ce sont les plus rentables. Donc, on est dans une sorte de paradoxe. Au nom de l'égalité, on a ouvert les systèmes scolaires, mais plus on les ouvre, plus les inégalités à l'intérieur du système scolaire se développent et plus les acteurs choisissent les inégalités. C'est un paradoxe tout à fait important et qui explique en particulier que quand on regarde la littérature mondiale sur les systèmes scolaires, en réalité, les inégalités scolaires ne se sont pas réduites tant que ça. Les inégalités de résultats sont restées très fortes. En France, les enfants d'ouvriers vont à l'université, les enfants d'employés vont à l'université, mais ils vont pas dans la même université, ils font pas les mêmes études et ils ne sont pas à égalité des chances avec les enfants de cadres supérieurs. Donc, il y avait des inégalités qui étaient avant l'école
qui sont maintenant entrés dans l'école et tous les acteurs jouent la carte des inégalités scolaires. Ça explique d'ailleurs, ce paradoxe explique d'ailleurs pourquoi en France, ce n'est pas seulement, il est si difficile de faire des réformes scolaires, disons, démocratiques, des réformes scolaires qui donnent plus de chances aux moins favorisés, parce que tout simplement, chacun a intérêt, et notamment les classes moyennes supérieures, à développer les inégalités scolaires qui sont le plus favorables. Ça, c'est la situation, entre guillemets, normale. Mais avec la crise économique qui se profile, cette situation va se creuser. C'est-à-dire que, en France en tout cas, mais probablement dans d'autres pays et probablement au Chili, on va produire plus de diplômes que d'emplois qualifiés. Donc, on va produire plus de gens qui ont fait des études supérieures, plus de gens qui ont des emplois, qui ont des niveaux de scolaires élevés, mais le marché du travail, lui, avec la crise économique, aura du mal à absorber tous ces gens. Et donc, il y a de grandes chances que l'on observe un phénomène de dévaluation des diplômes. Les emplois qualifiés seront moins nombreux et les jeunes qualifiés seront plus nombreux, donc la concurrence va se renforcer et donc on risque de se heurter à une situation d'inflation, c'est-à-dire on produit plus de diplômes que le marché du travail ne peut absorber d'individus. C'est exactement comme l'inflation monétaire quand on produit plus de monnaie que de biens à consommer. Voilà. Et ça, je crois que ça va être le grand effet de la pandémie. C'est-à-dire le choc de la crise économique sur la jeunesse. La jeunesse va être la grande victime de cette crise économique parce qu'elle s'est préparée à des emplois qui ne vont pas exister et on sait que les jeunes sont beaucoup moins protégés sur le marché du travail que ne le sont les adultes qui ont, alors pas beaucoup au Chili, mais en France et dans d'autres pays, qui ont des syndicats, des statuts, des manières de se protéger. En France et dans d'autres pays, je crois que la crise économique sera plus grave que la crise sanitaire et je fais l'hypothèse que cette crise économique va avoir des effets très importants, voire des effets terribles sur les systèmes éducatifs. On peut distinguer au fond 3 effets. Le premier, ça va être une accentuation de la concurrence scolaire en faveur des diplômes les plus sélectifs et les plus rentables. Et je crois que les familles les plus favorisées vont durcir les investissements scolaires pour que leurs enfants continuent à gagner dans cette compétition. Donc, je dirais que la compétition scolaire, qu'elle soit dans le public ou dans le privé, alors je préfère la compétition scolaire dans le public que dans le privé, mais de toute façon, elle est là. Les familles de classe moyenne supérieure vont durcir le jeu pour que leurs enfants maintiennent leurs avantages. La deuxième conséquence que l'on peut craindre, c'est que des jeunes qui ne vont pas trouver, en tout cas dans le cas européen grossièrement, des jeunes qui ne vont pas trouver, excusez-moi, qui ne vont pas accéder au marché du travail, qui ne vont pas trouver d'emploi, il y a de grandes chances qu'ils restent à l'université. Donc, on va avoir à la fois un durcissement de la compétition et un élargissement d'un enseignement supérieur de masse sans beaucoup de finalité éducative. On risque d'avoir ce que les sociologues anglo-saxons appellent un phénomène d'over-education, c'est-à-dire on va à l'université
On y passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'il n'y a pas d'emploi à la sortie. Et d'une certaine façon, ça va ouvrir à l'université remplit une fonction sociale. Elle permet à des jeunes qui n'ont pas d'emploi d'être étudiants, d'avoir au fond un statut, mais en même temps, ils n'entrent pas dans des formations qui les amènent vers des emplois. Et évidemment, on sait, ça, tous les sociologues du monde le savent, que quand vous avez des gens plutôt qualifiés et qui n'ont pas les emplois qui correspondent à leur qualification, eh bien, ça développe beaucoup de colère et beaucoup de frustration. Et on peut penser que les crises politiques auxquelles se sont confrontés le Chili il y a 2 ans et l'an dernier, auxquelles se sont confrontés la France avec le mouvement des Gilets jaunes, etc., l'Italie avec le populisme de Salvini, on peut craindre que ces mouvements se développent sur la base d'une jeunesse qui a le sentiment que les études ne servent à rien, mais qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire des études. Voilà, c'est un scénario un peu pessimiste. Et puis, une troisième jeunesse, et ça c'est déjà le cas dans un grand nombre de pays, une troisième jeunesse ne cessera de croire à l'utilité des études, pensera que les études ça sert à rien et qu'il vaut mieux choisir directement les ressources de sa communauté. Alors, de sa communauté en Europe, c'est sa communauté ethnique, c'est son quartier, c'est sa religion, tout ce qu'on voudra, parce que c'est plus solide au fond que l'école. Et puis cette jeunesse choisira ce que en Amérique latine on appelle le secteur informel, les emplois sans statut, sans qualification, extrêmement précaires, et d'autres choisiront probablement des carrières délinquantes ou criminelles. Voilà. Donc on peut imaginer que l'effet de la crise économique, c'est les plus favorisés vont durcir la compétition, les classes moyennes les plus faibles vont rester à l'université en attendant que ça s'améliore, et puis les classes populaires les plus marginalisées, les plus discriminées, les plus stigmatisées, choisiront l'exit, choisiront au fond la culture du ghetto d'une certaine manière. Ça, c'est un scénario qui peut se présenter et on s'aperçoit déjà que beaucoup de signes de ce scénario étaient présents dans les systèmes scolaires avant la la pandémie. Évidemment, les systèmes scolaires, tous les systèmes scolaires seront confrontés à cette question. Quelles sont les formations utiles aux jeunes dès lors que le marché du travail n'est plus ce qu'on avait imaginé qu'il soit, et quand vous aurez 50% de chômage chez les jeunes, ça sera très difficile. La troisième dimension des systèmes éducatifs, c'est une dimension culturelle. Je me plais à rappeler que l'école a été faite par les églises pour fabriquer des chrétiens. L'école publique chilienne, elle a été faite pour faire des Chiliens, pour faire des citoyens chiliens. L'école française, elle a été faite pour faire des républicains. L'école américaine a été faite pour faire des citoyens démocrates américains. Enfin, toutes les écoles transmettent des valeurs, elles ont des objectifs moraux. Bon, grosso modo, aujourd'hui, dans les sociétés démocratiques, l'école veut former un sujet démocrate, raisonnable, qui croit dans la raison et dans la science, qui respecte les institutions et qui ait l'esprit critique et qui veut s'épanouir. Voilà, on veut que nos enfants soient rationnels, bien dans leur peau, s'expriment et soient confiants dans les autres. Enfin, c'est cet ensemble de valeurs démocratiques que tous les systèmes scolaires ne cessent de vendre en disant c'est ça notre véritable fonction. Or, nous sommes aujourd'hui
dans une situation assez paradoxale. C'est que les grands mouvements de massification scolaire ont été menés au nom des valeurs démocratiques, en disant plus les gens iront à l'école, plus ils seront tolérants, respectueux, ouverts aux autres, etc. Et on constate que c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé parce que dans les vieux pays démocratiques, en tout cas, je dirais l'Angleterre, la France, les États-Unis, le Canada, c'est pas ce qui s'est passé parce que d'une certaine manière, l'influence culturelle de l'école s'est affaiblie en même temps que l'école s'est massifiée. Autrement dit, la capacité de l'école de transmettre des valeurs est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'était naguère. D'ailleurs, quand il y avait au fond assez peu d'élèves. Aujourd'hui, tout le monde va à l'école, mais d'une certaine manière, l'école a perdu son influence, a perdu son autorité éducative, pour dire les choses simplement. Alors, ceci s'explique de façon extrêmement simple. D'abord, l'école a allongé la jeunesse et l'essentiel de l'éducation se fait aujourd'hui avec le groupe de pairs. Tous les parents savent bien que leurs enfants font plus confiance à leurs amis, font plus confiance à leur réseau informatique, font plus confiance à ce qu'ils voient sur les écrans, qu'ils ne font confiance aux maîtres, aux professeurs, ou qu'ils ne font confiance à leurs parents. Donc, d'une certaine manière, l'école a perdu son autorité culturelle aujourd'hui, y compris au Chili. Un jeune passe plus de temps à regarder ses écrans et à manipuler son téléphone qu'il ne passe de temps en classe, qu'il ne passe de temps à faire des exercices scolaires. Autrefois, il y avait l'autorité du maître, l'autorité des parents, éventuellement l'autorité du prêtre. Aujourd'hui, il y a l'autorité des amis, des réseaux, des écrans, qui est bien plus forte que celle des parents et bien plus forte que celle de l'école. Et ça, c'est un changement extrêmement important. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte, quand on analyse ce que pensent les élèves dans les sociétés que, je répète, supposées démocratiques, riches, etc., de l'Europe occidentale et du nord de l'Amérique, eh bien, on s'aperçoit que, d'une certaine façon, les élèves, la plupart des élèves n'adhèrent pas automatiquement à ces valeurs de la démocratie, de la tolérance, du respect, de la croyance dans la science et dans la raison. On s'est rendu compte que les seuls pour lesquels l'école avait une forte influence éducative, c'était ceux qui avaient bien réussi leurs études. Bon, c'est-à-dire, dans le cas français, ceux qui ont au moins 3 ans d'études supérieures et plus. Les autres croient les mêmes choses que tout le monde. Ils croient aux fake news, ils croient à ce que dit la télévision, ils croient à ce que disent leurs écrans, ils pensent que les vaccins sont dangereux, etc. Donc, d'une certaine manière, l'école a été efficace pour ceux qui ont bien réussi. Elle cesse d'être éducative pour ceux qui n'ont pas bien réussi. Et on dit même, on observe même dans les enquêtes que les élèves qui échouent à l'école rejettent les valeurs scolaires, sont contre les valeurs de l'école. Au fond, dans le cas français, dans le cas américain, ils haïssent l'école parce que l'école les a fait échouer. Donc il y a quelque chose qui est en train de se jouer là-dedans et qui se manifeste politiquement. Si vous prenez en Europe, par exemple, les anciens électorats de gauche, dans les années 80, les électeurs de gauche, ce sont des travailleurs pas très bien payés et qui ont fait peu d'études. C'est des gens qui ont un travail fatigant, mal payé et qui n'ont pas fait d'études. Aujourd'hui, l'électorat de gauche
dans les pays, aux États-Unis, au Canada, en France, etc., l'électorat de gauche, c'est l'électorat de ceux qui ont réussi leurs études. Donc, et l'électorat, le vieil électorat de gauche populaire, lui, il a basculé vers l'abstention, vers ce qu'on appelle les partis populistes, vers l'extrême droite. Ils votent Trump, ils votent pour le Brexit, ils votent pour Salvini, alors qu'ils votaient pour les partis socialistes et les partis communistes. Et l'électorat qui a réussi ses études, lui, eh bien, il est social, il vote pour les partis sociaux-démocrates, il vote pour les Verts, il vote pour les démocrates aux États-Unis, et il y a un clivage formidable qui s'est créé autour de l'éducation entre ceux qui ont réussi leurs études et qui, au fond, continuent à faire confiance dans le système démocratique, et ceux qui ont échoué et qui n'y croient plus et qui ne veulent plus y croire. Et ça, évidemment, c'est un enjeu considérable, parce que ça veut dire que la promesse d'une école qui, en se massifiant, développerait la démocratie, n'est pas tenue. Or, cette question peut être une chance avec la pandémie. Pourquoi ? Parce que quand on demande aux jeunes français en particulier ce qui leur a manqué pendant le confinement, évidemment, ce ne sont pas les cours de mathématiques, évidemment, ce ne sont pas les cours de latin. Ce qui leur a manqué, c'est d'aller à l'école, c'est la vie scolaire, c'est leurs camarades, c'est de parler à des adultes. Ce qui leur a manqué, au fond, c'est que l'école éduque. Et donc, peut-être, grâce à la pandémie, va-t-on découvrir que l'éducation morale, que l'éducation démocratique a une valeur qui pourrait peut-être justifier les investissements scolaires des uns et des autres. On peut même rêver, on peut même imaginer que les enseignants ayant découvert les écrans, l'informatique, l'apprentissage par ordinateur, eh bien, considèrent que on peut faire autre chose en classe, on peut faire des Fab Labs, on peut faire du théâtre, on peut faire des débats, bref, on peut produire des individus et des citoyens. Ça serait, je crois, le mieux qui puisse nous arriver, parce qu'aujourd'hui, au fond, l'école, dans la plupart des sociétés, est en train de créer des clivages sociaux nouveaux, et des clivages qui reposent souvent sur la haine et sur le mépris. Les gens qui n'ont pas fait d'études se sentent méprisés par ceux qui en ont fait, et il est vrai que ceux qui ont fait des études méprisent un peu ceux qui n'en ont pas fait. Donc, voilà, la pandémie, d'une certaine façon, n'a pas bouleversé l'école. Elle a révélé, de mon point de vue, les grandes contradictions des systèmes scolaires, et ça peut être une catastrophe, mais peut-être que ça pourrait être une chance, au fond, que de comprendre, grâce à ce choc, qu'il faut faire autre chose avec l'éducation. Au fond, le propre des grandes crises, c'est de placer les sociétés et les responsables politiques face à leurs responsabilités. On ne peut plus faire comme si, on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus ne pas voir ce qui nous arrive. Avec le confinement et la pandémie, on ne peut plus faire comme si les problèmes n'existaient pas. Voilà. Maintenant, on sait qu'ils sont là, et au fond, c'est peut-être la vertu des crises. Après tout, les crises nous mettent devant nos responsabilités. Si vous prenez la crise de 29, qui est la grande crise économique du siècle dernier, eh bien, face à cette crise, certaines sociétés ont choisi le New Deal, certaines ont choisi la social-démocratie, et certaines ont choisi le fascisme. Et c'était la même crise. C'était la même crise qui font que les sociétés ont fait des choix considérablement différents.
Et c'est leur responsabilité, c'est notre responsabilité que de faire ces choix. Alors, face à la crise du corona, si je regarde la situation française, il est bien évident que beaucoup rêvent que la crise, que la pandémie s'arrête et qu'on revienne comme avant, qu'on revienne au monde d'avant. C'est-à-dire, beaucoup d'enseignants disent, moi, je ne veux pas changer de métier, je veux garder le métier que je sais faire. Beaucoup de parents veulent que ça revienne comme avant. Voilà. Donc ça serait, à mon avis, le scénario le pire. C'est-à-dire, on va faire comme s'il ne s'était rien passé, comme si ça avait été un cauchemar, et puis on se réveille, et puis on recommence comme c'était le cas. Sauf que ça ne sera plus le cas, parce qu'il y aura la crise économique, parce qu'on n'ignorera rien des inégalités révélées par la pandémie, mais on fera semblant. Voilà. Ça peut être un scénario, et ce scénario a des chances sérieuses de se réaliser. Mais on peut faire des scénarios plus optimistes. On peut d'ailleurs d'abord observer que les enseignants, beaucoup d'enseignants se sont formidablement mobilisés. Après tout, ils n'étaient pas obligés d'ouvrir leurs ordinateurs, de parler à leurs élèves, de faire des cours en visioconférence, de téléphoner à leurs élèves. Beaucoup l'ont fait. Et j'ajoute que si un ministre leur avait demandé de le faire, ils n'auraient jamais fait. Mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient, au fond, une conscience professionnelle, un sentiment de responsabilité extrêmement fort. Et on peut imaginer aussi que devant cette crise, les politiques aient compris que c'est très difficile, en tout cas dans le cas français, de changer le système uniquement à partir d'un ministère qui fait tomber des directives sur les gens, que les systèmes changent de bas en haut et pas de haut en bas. Voilà. Bon, il y a peut-être une chance de ce côté-là, c'est que les enseignants ont découvert qu'ils avaient du pouvoir, de l'initiative, qu'ils pouvaient changer les choses eux-mêmes sans attendre que tout vienne du sommet, etc. Ça, c'est peut-être quelque chose de très positif, de la même manière, au fond, qu'on a découvert avec le confinement, que des professions que l'on tenait pour pas importantes, eh bien, étaient décisives, que les gens qui ramassent les ordures sont décisifs, que les infirmières sont décisives, que les caissières de supermarchés sont décisives. Dans les crises, c'est souvent les gens, les plus indispensables ne sont pas forcément les plus importants. Donc ça, c'est des choses qui peuvent changer profondément et j'espère que ça changera. Si les enseignants font ces choix de se mobiliser, évidemment, il faudra accroître leur professionnalisme, la responsabilité des gouvernements, ça sera la qualité de la formation des enseignants. Toute l'expertise internationale nous montre que la qualité des écoles tient très largement à la qualité des enseignants. Quand les enseignants sont bien formés, bien payés, qui connaissent bien leur métier, l'école marche mieux. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un scénario optimiste. Autre facteur optimiste, je crois que l'école ne pourra plus ignorer les parents. Dès lors que pendant des mois et des mois, vous vous êtes adressé aux parents pour qu'ils aident leurs enfants, vous ne pourrez plus faire comme si les parents n'existaient pas. Je crois que c'est très important et que beaucoup d'enseignants ont par exemple compris que tous les enfants ne sont pas dans les mêmes conditions, que tous les enfants ont des situations particulières et je crois que c'est très important. L'autre chose qui devra être faite, c'est évidemment travailler à l'égalité de l'offre scolaire. On sait que dans tous les pays du monde, et notamment dans les pays les plus libéraux, non seulement les élèves sont inégaux, mais l'offre scolaire est inégale, c'est-à-dire qu'on donne plus à ceux qui ont déjà plus. Les études des plus favorisés coûtent plus cher que les études des moins favorisés. Et ça vaut dans les systèmes largement privatisés comme le Chili, bien sûr, mais ça vaut aussi dans les systèmes largement publics comme celui de la France. Donc là, il y a un enjeu décisif, évidemment,
c'est celui des choix publics d'investir dans les systèmes scolaires et d'investir plus massivement en faveur des moins favorisés. L'autre chose qui peut rendre aussi optimiste, c'est que si on découvre, et on a découvert qu'on pouvait faire beaucoup d'enseignements par l'informatique, par les écrans, etc., on va libérer du temps scolaire pour faire autre chose. Et puis la dernière chose, je crois, sur laquelle il faut insister, c'est que devant les effets de la crise économique, il faudra changer nos relations, notre système de relations entre les diplômes et les emplois. Je crois qu'il faut permettre aux jeunes d'associer le travail et les études de manière normale. Je crois qu'il faut multiplier les formations en alternance dans l'entreprise et dans l'université. Je crois que la formation doit se faire tout au long de la vie. Il n'y a pas de raison qu'on se forme quand on est jeune et qu'on arrête après. Je crois qu'il faut donner à tous les jeunes une allocation, c'est-à-dire un revenu minimum qui leur permette de vivre et de se former jusqu'à ce qu'ils accèdent à un emploi. Si nous ne faisons pas ça, je crois que cette crise aura des effets désastreux sur les individus, sur la société, sur les inégalités sociales. Et donc, cette crise, d'une certaine manière, comme toutes les crises, nous place en face de nos responsabilités. C'est-à-dire, sommes-nous capables de changer nos systèmes éducatifs? Sommes-nous capables d'accepter des sacrifices, quelquefois? Sommes-nous capables aussi de renoncer souvent aux délices d'une dénonciation générale qui appelle à tout changer et qui souvent ne change rien dans les faits? Donc, voilà mon sentiment, c'est que pour le moment, on anticipe des effets majeurs de la pandémie sur les systèmes éducatifs et que ces effets majeurs vont nous placer face à nos responsabilités d'enseignants, d'étudiants, d'hommes politiques, de spécialistes, de sociologues, et qu'il faudrait que nous soyons capables, au fond, de rebondir positivement sur cette crise. Après tout, c'est pas impossible. Je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter aussi longuement. Merci.